Alors, on va démarrer. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire. Ça fait partie d'une série de webinaires organisés par l'Institut Medlife Consult Algérie. Ce webinaire ou cette visioconférence mettra l'accent sur la méthodologie de lecture critique d'articles scientifiques. On va insister sur les éléments clés de cette compétence de lecture critique. Je tiens à vous préciser que ce webinaire fait partie d'une série de visioconférences qui rentre dans le cadre de la formation lecture critique d'articles scientifiques qui se déroulera prochainement, Inch'Allah, dans les prochains jours, sur la plateforme Medlife Academy. Pour tous et qui nous rejoignent sur Zoom ou bien sûr la page Facebook de l'Institut Medlife, je vous souhaite une bonne et fructueuse soirée. Voilà, on va démarrer. On va commencer par les outlines de cette visioconférence. En fait, notre webinaire s'articule ou va s'articuler sur ces points. Nous devons tout d'abord connaître l'importance et la nécessité de la lecture critique dans la pratique quotidienne d'un chercheur ou bien dans la pratique d'un professionnel, quelle que soit sa spécialité ou son domaine. Après, on va voir comment cette compétence de lecture critique va intégrer un processus global que nous appelons l'evidence-based practice. Donc, c'est la pratique basée sur les preuves. Et vous connaissez également le terme de l'EBM, Evidence-Based Medicine, donc ça fait partie de la même famille. Troisième point, on va insister sur les qualités ou les habilités nécessaires pour un chercheur ou pour un professionnel pour acquérir la compétence de lecture critique d'articles scientifiques. Et vous allez voir que n'importe quel professionnel, n'importe quel chercheur, pour acquérir cette compétence de lecture critique, doit avoir au moins trois habilités. On va voir ces trois habilités, à savoir la connaissance de la méthodologie de recherche. Donc, vous devez connaître la méthodologie de recherche. Deuxième habilité, c'est les méthodes ou les principes de la rédaction scientifique. Et bien sûr, les notions de base de l'analyse statistique. Après, on va parler des étapes de la lecture critique et on va parler des deux types de lecture critique, lecture critique superficielle ou rapide. Donc, c'est la première étape de la lecture. Et après, c'est la lecture approfondie. Et on va terminer notre webinaire par les critères de lecture critique d'articles scientifiques, également les outils. Donc, vous voyez qu'on a ces éléments. Donc, c'est quasi impossible de traiter tous ces éléments dans ce webinaire. C'est pour cette raison, j'ai jugé utile de partager ce webinaire sur deux séances. Donc, ce soir, on va traiter uniquement les trois premiers points de ce webinaire. Et prochainement, Inch'Allah, donc je vous promets qu'on va diffuser en live, donc sur Zoom, également sur la page Facebook de MedLife, la deuxième partie de ce webinaire qui va porter sur les étapes, les critères, également les outils. Avant de commencer, je vais vous inviter à faire un pré-test pour savoir ou pour se situer par rapport à cette compétence de lecture critique et également pour juger après, bien sûr, ce webinaire, le niveau de développement ou le niveau de croissance de votre connaissance. La première question, qui concerne ce qu'on appelle les différents types d'études. Donc, c'est une question d'ordre méthodologique. La question, c'est que les méta-analyses, donc vous répondez par vrai ou faux, vous pouvez répondre soit sur le chat pour ceux ou celles qui sont avec nous sur Zoom, ou bien par commentaire sur le live diffusé sur la page Facebook de MedLife. Donc, est-ce que les méta-analyses et les revues schématiques sont les publications qui ont le plus faible niveau de preuve? Vrai ou faux? J'attends vos réponses.
Donc, je vois que la majorité des participants ils ont répondu par faux. Très bien. En fait, cette proposition, elle est fausse. Les méta-analyses et les revues systématiques, ce sont le type de publication qui ont au contraire le niveau de preuve le plus élevé. Et on va voir dans cette première partie de ce webinaire qu'est-ce que ça veut dire ou la signification de niveau de preuve scientifique et comment les sociétés savantes utilisent la pyramide de niveau de preuve pour rédiger ou pour formuler des recommandations. Donc, très bien. Donc, je vois que l'ensemble des participants ils ont répondu par faux, donc ils ont la bonne réponse. On passe à la deuxième question. La validité interne d'une étude est menacée par la présence de biais. En fait, ici, vous avez deux mots-clés, donc deux termes très importants dans la lecture critique d'articles scientifiques. C'est la notion de validité interne et la notion de biais. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez ces deux notions? Parce que vous devez connaître ces deux notions pour que vous puissiez répondre à cette question. Voilà, je vois que la plupart des apprenants ou des participants, ils ont répondu par vrai. Effectivement, la validité interne d'une étude peut être menacée ou entachée par la présence de biais. Et on va voir ces deux notions, Inch'Allah, dans la deuxième partie de webinaire, qui sera programmée prochainement. Une troisième question concernant une deuxième notion de la lecture critique, c'est la notion de validité externe. Est-ce que la validité externe d'une étude est liée à la possibilité de généraliser les résultats à d'autres populations? C'est-à-dire, vous avez une étude qui a été publiée dans un article, vous allez juger la validité externe de cette étude. Donc, la notion de validité externe, est-ce qu'elle correspond à la possibilité de généraliser les résultats obtenus dans cette étude à d'autres populations? Vrai ou faux? Allez-y. Oui, effectivement, donc la plupart des participants, vous avez répondu par vrai. Effectivement, la validité externe d'une étude correspond à la possibilité de généraliser ou d'extrapoler les résultats obtenus dans cette étude à d'autres populations. Très bien. On passe à une autre question. Est-ce que les études réalisées sur le modèle animal, c'est-à-dire sur les animaux, par exemple les souris, deuxièmement, les avis d'experts, donc l'avis d'un expert dans un domaine bien déterminé, ou bien les études basées sur des séries de cas, quelques cas, une dizaine de cas, ont un niveau de preuve très élevé. C'est-à-dire, est-ce que ces trois types d'études ont un niveau de preuve très élevé? Vrai ou faux? Très bien, donc la plupart, ils ont répondu par faux. Au contraire, ces trois types d'études, c'est-à-dire les études réalisées sur le modèle animal, ce qu'on appelle les études précliniques, ou bien les avis d'experts, je ne parle pas ici de recommandations, je parle des avis, ou bien les études réalisées sur quelques cas, ce qu'on appelle des séries de cas. Malheureusement, ces trois types d'études, ils ont le niveau de preuve le plus bas. Et on va voir ces trois types dans la pyramide, ce qu'on appelle la pyramide des niveaux de preuve. Très bien, donc vous maîtrisez bien la situation. On passe à une autre question concernant la notion de biais. Le biais de confusion, c'est une erreur provoquée par un tierce facteur lié à l'exposition et à la maladie à la fois.
Est-ce que cette proposition, elle est vraie ou bien elle est fausse? Est-ce que vous connaissez d'abord la notion de biais de confusion? C'est quoi un biais de confusion? Je ne sais pas, non. Donc la majorité n'ont pas une idée sur la notion. En fait, cette définition correspond parfaitement à la définition de biais de confusion. C'est un type d'erreur qu'on rencontre dans les études, n'importe quel type d'étude, c'est-à-dire quelle que soit la spécialité, qui est due, donc ce biais ou cette erreur, elle est due à la présence d'un facteur, c'est un tierce facteur, qui est lié à la fois à l'exposition et à la maladie. Un exemple très simple que vous trouvez souvent dans la littérature, dans ce genre de formation, c'est l'association entre la consommation du café et le risque de cancer pulmonaire ou le risque de cancer bronchique. En fait, si on va prendre une série de cas et on va étudier l'association entre ces deux facteurs, c'est-à-dire la consommation du café et le risque de cancer pulmonaire, on va trouver qu'il y a une association. Mais en fait, sur le plan physiopathologique, sur le plan mécanique, il n'y a aucune association entre la consommation du café et le cancer pulmonaire. Donc, cette association, elle est due à un tierce facteur. C'est ça la notion de tierce facteur. C'est quoi ce tierce facteur? Tout simplement, c'est le tabac. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, surtout si on prend une population masculine, qui consomment du café, consomment en même temps du tabac. Donc ici, l'association observée entre le café et le cancer pulmonaire, elle n'est pas réelle, elle n'est pas vraie, mais elle est due à un facteur de confusion. C'est un biais de confusion, qui est la consommation du tabac. Très bien, il y a aussi également l'exemple qui a été donné par Nabila concernant la consommation d'alcool et cancer pulmonaire. Donc, il n'y a pas un mécanisme qui explique l'association alcool et cancer des poumons, mais en fait, c'est les gens qui consomment de l'alcool, généralement consomment du tabac. Donc ici, le tabac, c'est un facteur de confusion. Très bien, donc vous avez compris le principe concernant le biais de confusion. Donc cette proposition, allez, voilà, on a terminé ce pré-test. Donc je trouve que la plupart des participants, au moins pour ceux qui sont avec nous sur le Zoom, donc ils maîtrisent bien la question, donc ils ont déjà une notion de base sur la lecture critique, sur la méthodologie, sur le niveau de preuve, et également sur le type de biais. On va commencer notre webinaire, notre visioconférence, par la première question. Pourquoi faire une lecture critique? En effet, cette question, c'est une question pertinente. Pourquoi? Parce qu'elle va expliquer, en quelque sorte, nos besoins à cette compétence de lecture critique. La première raison, ou la principale raison pour laquelle on doit acquérir cette compétence de lecture critique, c'est l'abondance, ou ce qu'on appelle l'inflation, de la production scientifique. Donc l'abondance des publications de travaux de recherche et deuxièmement, la nécessité d'évaluer la fiabilité, ce qu'on appelle la qualité de ces études, explique l'intérêt actuel des chercheurs, que ce soit des chercheurs ou bien des étudiants, des professionnels et même des États, c'est-à-dire des pays qui ont besoin de développer cette compétence, les responsables des entreprises. Donc il y a cette nécessité ou ce besoin de développer ou de maîtriser la compétence de lecture critique. Pourquoi? Parce que vous êtes devant une abondance, une production importante de l'information scientifique et vous devez développer cette compétence pour vérifier la qualité, ce qu'on appelle la notion de fiabilité. Pourquoi c'est important de développer cette fiabilité? Parce qu'il ne faut pas tout croire, donc ce qui se trouve dans la littérature ou bien publié dans des journaux ou des revues n'est pas toujours juste, n'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, on assiste à l'émergence d'un nouveau phénomène, ce qu'on appelle de bad and fake science. De bad science, c'est-à-dire que c'est des études qui ne sont pas bien menées, c'est-à-dire qui sont biaisées. Donc il y a
des erreurs, par exemple, de biais dans la population, dans la méthode, par exemple, de mesure, dans la présentation de résultats, dans l'analyse des résultats, etc. On appelle ça le bad science. Et deuxième type, ou deuxième aspect de ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le fake science. Donc, on assiste, ça fait des années, ça fait quelques années, une dizaine d'années, à l'émergence qu'on appelle de fake journal. Donc, c'est des journaux, ce qu'on appelle les journaux prédateurs. C'est des journaux qui publient des articles ou des études sans aucune vérification, sans aucun travail d'édition scientifique ou bien de correction. Et ce genre de fake journals, donc ils ont participé dans la diffusion et l'émergence qu'on appelle des fake papers, des fake articles. Donc, c'est des journaux qui publient des articles biaisés, d'accord, qui n'ont aucune valeur scientifique. Et également, ce phénomène a participé également dans l'émergence des fake authors, c'est-à-dire des experts ou bien des personnes de référence qui n'ont aucune crédibilité. Pourquoi? Parce que tout simplement participent dans la diffusion de fake news ou de fake science. Donc, vous voyez l'importance de cette compétence pour faire face à cette inflation de la production scientifique et pour bien sûr prendre la bonne décision fondée sur des preuves scientifiques. Ça, c'est la principale raison. D'autres raisons peuvent être également expliquées, peuvent être également pardon. Donc, d'autres raisons peuvent également expliquer la nécessité de cette compétence, la compétence de la lecture critique. Je prends ici l'exemple d'une enquête. Donc, dans cette figure, résume les résultats d'une enquête, une enquête qui a été menée par la Société américaine de chimie, donc American Chemical Society, qui montre que plus de 50%, donc vous voyez ici, plus de 50% du temps des chercheurs est consacré à des activités autres que la recherche. Donc vous voyez ici, c'est uniquement 42% des chercheurs enquêtés ou interrogés dans cette enquête, dans cette étude, ont déclaré qu'ils consacrent uniquement 42% de leur temps au travail de recherche. Et plus de 50% consacrés à d'autres activités autres que la recherche. L'enseignement, la rédaction, les demandes de subventions, par exemple de grant application, et également d'autres tâches administratives. Donc vous voyez que le calendrier, ce qu'on appelle le schedule, donc is very busy, le calendrier de l'auteur ou du chercheur est très, très occupé. C'est pour cette raison, la lecture critique va nous permettre de gagner du temps dans notre emploi du temps qui est très chargé, également pour faire face aux contraintes professionnelles et également pour faire face à l'inflation de la production scientifique. Une autre raison qui explique également la nécessité de la maîtrise de cette compétence de lecture critique, c'est l'obligation de l'actualisation des connaissances. Donc, n'importe quel chercheur ou n'importe quel professionnel, quel que soit son domaine, est dans l'obligation d'actualiser, de mettre à jour ses connaissances, surtout des mises à jour d'ordre pratique. D'accord? Dans un monde qui est en perpétuel changement, en perpétuel mouvement. Et aussi également, on peut citer également une autre raison pour laquelle on doit maîtriser cette compétence de lecture critique, c'est pour mener un travail de recherche. Donc, si vous voulez mener un travail de recherche, que ce soit dans le cadre d'un mémoire ou d'une thèse ou dans un projet de recherche, un laboratoire de recherche, vous devez obligatoirement maîtriser cette compétence. Pourquoi? Parce que vous allez rédiger un protocole, et pour rédiger un protocole, vous devez faire une recherche bibliographique. Et dans la recherche bibliographique, vous aurez des centaines, parfois des milliers d'articles. Donc, comment vous allez sélectionner les articles pertinents? Il faut passer par la compétence de lecture critique d'articles scientifiques. Donc, si on veut résumer, et on veut définir cette notion de lecture critique, on va se référer à cette référence, à cette définition de Hill and Spittelhouse, qui définit la lecture critique comme un processus de jugement systématique. Donc, systématique, c'est-à-dire que vous avez des règles, vous avez des critères qui sont standardisés, connus par tout le monde. On va juger les données de la littérature scientifique pour évaluer la validité, pour évaluer également la qualité des résultats et bien sûr la pertinence de ces résultats. Et la finalité, c'est-à-dire pourquoi on doit évaluer ces trois critères, c'est pour prendre une décision.
Donc, si vous devez, par exemple, changer votre pratique, par exemple, pour traiter un patient dans la prise en charge d'une pathologie, d'une maladie, si vous voulez changer votre pratique, vous devez passer par ce processus d'évaluation critique de la littérature scientifique. Donc, vous devez vérifier la validité, la qualité des résultats, également la pertinence. Cette définition de la lecture critique nous oblige de parler ou de situer cette compétence dans un contexte global qu'on appelle l'evidence-based practice. Donc, par définition, c'est quoi l'evidence-based practice? C'est-à-dire la pratique basée sur les preuves. C'est l'intégration, vous voyez ici, l'intégration de trois sources différentes. La première source, c'est les données de la littérature scientifique. Donc, votre décision, que ce soit dans un domaine médical, dans un domaine biologique, dans un domaine politique, économique, elle doit être basée sur ces trois piliers. La première source, c'est les données de la littérature. Donc, vous devez avoir les données les plus récentes et les plus fiables pour prendre la bonne décision. Deuxième pilier, deuxième source, c'est l'expérience et les compétences. L'expérience et les compétences de professionnels. Donc, vous devez associer les données les plus récentes de la littérature avec votre compétence et votre expérience dans le domaine. Mais il ne faut pas oublier la troisième source, le troisième pilier, c'est les préférences, les spécificités et les valeurs de la société. Donc, vous devez toujours prendre en considération dans votre décision les préférences, par exemple, du patient par rapport à un traitement, la spécificité de la population et également, il ne faut pas oublier les valeurs de cette société. Ces trois piliers doivent être toujours associés au contexte environnemental et organisationnel. Je prends ici un exemple. Supposons que dans votre service, vous travaillez dans un service à l'hôpital et vous avez un protocole qui a été validé, par exemple, par une organisation. Est-ce que vous pouvez changer ce protocole en se basant uniquement sur ces trois sources, c'est-à-dire les données de la littérature, votre expérience et les préférences du patient? La réponse est non. Pourquoi? Parce que vous devez toujours se référer au contexte environnemental et organisationnel. C'est vrai que ces trois sources sont les principales sources de la pratique ou de la décision fondée sur les preuves, mais on doit toujours prendre en considération le contexte environnemental, par exemple, de l'organisation, de pays, des institutions, pour prendre la bonne décision. On va voir comment ce contexte ou cette approche de evidence-based practice fonctionne. On va parler de la notion de 5A. Donc, vous voyez ici, dans l'evidence-based practice, vous avez des étapes. Et on va détailler ces étapes, c'est les 5 étapes. La première étape, c'est de poser la question, c'est de ask. Donc, ask question. Vous devez poser une question devant, par exemple, un problème. Vous avez un problème dans votre entreprise, vous avez un problème, par exemple, avec votre patient, vous allez poser une question. Formuler une question. Après, vous allez chercher, access, c'est-à-dire vous allez accéder à la littérature scientifique. Vous allez chercher dans références bibliographiques. Vous aurez des résultats, des articles, des ouvrages, des rapports, etc. La troisième étape, c'est-à-dire vous allez évaluer les ressources que vous avez retrouvées dans votre processus de recherche bibliographique. Après ce processus d'évaluation, vous allez choisir les bonnes solutions. Vous allez passer à l'application, apply. Donc, vous allez appliquer cette solution dans votre contexte, par exemple dans votre entreprise, sur votre patient. Et il ne suffit pas d'appliquer, il faut toujours évaluer. Donc, c'est la cinquième étape. Et refaire ça, c'est un cycle, refaire le cycle en fonction, bien sûr, des résultats. Donc, si vous avez résolu votre problème, donc vous s'arrêtez à cette étape. Si le problème n'est pas résolu, vous allez reposer encore une fois cette question et refaire le même parcours. Donc, ask, access, assess, apply and audit. On va détailler ces 5 étapes de l'evidence-based practice sur le contexte médical, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. On peut diviser ce processus d'evidence-based practice en 5 étapes.
La première étape, on a dit, c'est ask. Donc, vous allez formuler une question de recherche. Ici, on prend l'exemple du domaine médical, au domaine biomédical. On a toute une procédure, toute une méthodologie pour formuler une question de recherche. C'est le modèle PICO qui est recommandé par la plupart des sociétés savantes et recommandé également par l'Evidence-Based Medicine. Pour ceux qui n'ont pas opinion, qui n'ont pas d'idée sur le modèle PICO, je vous invite à consulter notre webinaire sur la méthodologie de recherche, comment choisir un sujet de recherche en sciences biomédicales, qui a été diffusé l'année passée. Et vous trouvez également l'enregistrement sur la page de l'Institut MedLife Consult. Donc, le modèle PICO, c'est un modèle utilisé pour formuler une question de recherche dans le domaine clinique. C'est un acronyme composé de 4 lettres. La première lettre, correspond à la population ou bien le problème. Donc, vous devez définir quel est le problème ou bien quelle est la population ou quel est, par exemple, le patient, la maladie, etc., concerné par votre question. Ça, c'est la population. La deuxième lettre, le I, c'est-à-dire c'est l'intervention. Vous allez évaluer quoi? Vous allez évaluer l'intervention. Cette intervention peut être un protocole thérapeutique, peut-être une politique de santé, peut-être un test diagnostique, etc. La troisième lettre correspond aux comparaisons. Est-ce que vous allez comparer votre intervention par rapport à une référence, ou par rapport à une politique ancienne, ou par rapport à un médicament gold standard? Donc, vous devez avoir un groupe de comparaison. La quatrième lettre, qui va être utilisée pour définir votre question, c'est le O. Le O, c'est-à-dire le outcome. Le outcome, c'est l'issue de cette étude, ce qu'on appelle les variables de votre étude, ou plus précisément, critères de jugement. Quel est le critère de jugement que vous allez utiliser pour évaluer votre intervention? Parce que vous allez faire une intervention sur une population avec un groupe de comparaison et vous devez avoir un critère de jugement. Ces 4 lettres ils vont vous permettre de définir votre question de recherche. Ça, c'est la première étape dans l'evidence-based practice. La deuxième étape, après la formulation de la question, vous allez chercher dans la littérature scientifique. À la recherche de quoi? À la recherche de la solution. Et pour avoir la solution, vous devez consulter des bases de données. J'ai donné ici l'exemple de 2 bases de données les plus utilisées dans le domaine biomédical. C'est la base Medline, qui est interrogée par l'interface PubMed, et vous avez également la base de données Scopus. La troisième étape, c'est d'évaluer les données de manière critique. Et vous voyez que la compétence de lecture critique, c'est la troisième étape dans le processus de evidence-based practice. Donc ici, vous avez maintenant une idée plus globale, une vision plus globale sur l'importance de la lecture critique dans le processus de décision d'ordre pratique, d'evidence-based practice. Donc vous allez évaluer les données de manière critique, ce qu'on appelle la lecture critique. Pour évaluer les données de manière critique, vous devez avoir 2 choses. D'abord, vous devez avoir les habilités, ce qu'on appelle les prérequis, les compétences nécessaires, et également, vous devez avoir les outils. Et on va voir ça, Inch'Allah, dans la deuxième partie de ce webinaire qui va être programmé prochainement. La quatrième étape, après la sélection des sources les plus pertinentes et les plus fiables des données de la littérature, vous allez appliquer ces données probantes dans la pratique pour faire face à un problème ou pour résoudre une situation problématique. La cinquième étape, après l'application, vous devez faire l'audit, c'est-à-dire que vous devez évaluer toujours la performance. Peut-être que la solution proposée ne répond pas parfaitement à la question de recherche. Donc, vous devez toujours évaluer la performance et refaire encore une fois tout le processus de l'evidence-based practice. Avant de continuer, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Concernant ces notions de base sur l'evidence-based practice, sur la définition de la lecture critique et également sur les besoins. Très bien, on continue. On passe maintenant au troisième point de ce webinaire, c'est les prérequis. Comme pour toute compétence, donc la lecture critique c'est une compétence, et comme pour toute compétence, il est logique de penser que la lecture critique
nécessite, requiert des habilités spécifiques. D'accord? On distingue en fait trois types d'habilités, ou trois composants de la compétence de lecture critique. Quels sont ces trois composants? Donc, pour faire une bonne lecture critique d'un article scientifique, vous devez d'abord connaître les principes de la rédaction scientifique, comment l'article scientifique est rédigé, quels sont les différents types de documents scientifiques, d'articles scientifiques, quelle est la structure d'un article scientifique. Donc, vous devez avoir toutes ces notions de base. La deuxième compétence, vous devez connaître la méthodologie de recherche. Lorsque je dis la méthodologie de recherche, c'est-à-dire comment traiter un problème de recherche, quand une question de recherche, la problématique de recherche, quels sont les modèles d'études ou quels sont les schémas d'études utilisés pour répondre à une question de recherche. Donc ça, c'est concerne le deuxième élément, le deuxième composant de cette compétence de lecture critique. Le troisième composant, c'est la maîtrise du concept d'analyse statistique. Donc c'est important, c'est primordial pour vous de maîtriser les notions de base, les éléments de base de l'analyse statistique pour faire une lecture critique. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de prendre la conclusion d'une étude, il faut comprendre, il faut savoir comment les auteurs sont arrivés à cette conclusion. Donc, vous devez d'abord connaître la méthode utilisée, donc c'est le deuxième composant. Quel est le schéma d'étude? Quel est le type d'étude? Est-ce qu'ils ont fait un essai clinique? Ou bien ils ont fait une étude transversale? Ou bien ils ont fait une étude expérimentale sur un modèle animal, sur une plante, sur une bactérie, etc. Donc, vous devez connaître la méthode. Après, vous devez connaître également comment les résultats de cette étude ont été analysés. Comment sont analysés. Donc, comment les auteurs ils ont évalué les résultats. Comment les résultats sont interprétés, ont été interprétés. Donc, vous voyez que ces trois composants sont complémentaires, sont nécessaires pour faire une bonne lecture critique. Et justement, le principe de la formation, qui va démarrer, Inch'Allah, prochainement sur la plateforme LF Academy, est basé sur ces trois compétences. Donc, il y aura 4 modules, et chaque module correspond à une compétence. On va commencer par les prérequis, parce que vous devez maîtriser la notion de rédaction scientifique, la méthodologie de recherche, et une analyse statistique pour passer par la suite à la pratique de la lecture critique. On va essayer, Inch'Allah, dans cette première partie, de détailler ces trois composants de la compétence de lecture critique. On va commencer par la rédaction scientifique. Et on va commencer par les types d'articles. Donc, je vous pose une question simple. Quels sont les types d'études ou le type d'articles, pardon, que vous connaissez, que vous avez l'habitude de lire ou de consulter? Très bien, donc vous avez l'article original, méta-analyse, revue systématique, case report, très bien, revue de littérature, etc. Très bien, donc c'est les principaux types d'articles qu'on peut retrouver dans la littérature. Donc vous avez l'article original. En fait, on doit connaître la définition, c'est-à-dire on doit connaître c'est quoi un article original. Est-ce que vous connaissez la définition d'un article original? Non, c'est pas grave. Donc, un article original est souvent associé à la structure IMRAD. Donc, souvent, lorsqu'on dit article original, on parle de la structure IMRAD.
On va détailler juste après cette structure INRAD. Un article original, en fait, c'est un document, c'est un type d'article qui va exposer un travail de recherche. Ce travail de recherche peut être un travail de recherche fondamental. Par exemple, en biologie, on va développer, par exemple, une molécule. En chimie, on va faire une synthèse d'une molécule, par exemple, d'un composant. Ça, c'est fondamental. Ou bien appliquer. Appliquer, c'est-à-dire on va appliquer cette molécule qui a été synthétisée dans un laboratoire de chimie organique et on va évaluer, par exemple, l'effet toxique ou bien l'effet thérapeutique de cette molécule. Ça, c'est le domaine appliqué. Donc, un article original, généralement, ne sort pas de de ce type de domaine. Soit c'est le résultat d'une recherche fondamentale, ou bien le résultat d'une recherche appliquée. Et la particularité de l'article original, c'est que cet article, il va rapporter des résultats d'un travail original. Et toute la difficulté ici, c'est par rapport au caractère original, c'est-à-dire sur quelle base on va dire que cet article, c'est un article original. Si on va chercher dans la littérature, on va trouver qu'il y a plusieurs facettes et plusieurs aspects de cette originalité. L'originalité, peut-être, c'est la première exploration. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on va explorer ce phénomène. Ce phénomène peut être une maladie, peut-être un phénomène de société, par exemple, chômage, je ne sais pas, les fléaux sociaux, etc. Ça, peut-être, c'est original. L'originalité, peut-être, c'est par rapport à la population. C'est la première fois qu'on va explorer ce phénomène dans cette population. Peut-être c'est par rapport à la technique utilisée, c'est une nouvelle technique. Donc ça, c'est un article original. Peut-être c'est la première application de cette nouvelle technique. Ou bien c'est une nouvelle application de cette technique. Une nouvelle, par exemple, indication d'un médicament. Ça, c'est un article original. Ou bien c'est la première observation. C'est presque la même chose avec le cas clinique. Mais ici, observation d'un phénomène avec des séries de cas. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs aspects de l'article original ou de l'originalité d'un article. Deuxième type d'article, ce qu'on appelle les revues générales, ou bien la synthèse, ou bien également les mises au point. Ici, par rapport au nom, ça diffère d'une revue à une autre. C'est quoi une revue générale? En fait, l'objectif de la revue générale, c'est de dessiner ce qu'on appelle un état d'art. L'état d'art ou bien l'état actuel de connaissance. Mais il faut faire attention, ce n'est pas uniquement une synthèse, c'est une synthèse critique. C'est-à-dire on va faire une analyse critique de l'ensemble des travaux antérieurs, c'est-à-dire des études qui ont été déjà publiées, sur un thème bien déterminé, sur un thème donné. Ici, j'attire votre attention qu'il y a deux types de revues générales. Il y a ce qu'on appelle les revues générales narratives, et il y a les revues générales systématiques, que vous avez cité tout à l'heure dans le chat, ce qu'on appelle les systematic review. Donc, il y a une grande différence entre les revues narratives et les revues systématiques. Et on va en parler, Inch'Allah, dans la pyramide de niveau de preuve. Troisième type de document, c'est l'éditorial. Et généralement, l'éditorial, c'est un article qui est publié ou qui est rédigé sur commande, c'est-à-dire sur la demande. La demande de qui? Généralement, c'est sur la demande de comité de rédaction ou bien sur la demande de rédacteur en chef. Et généralement, l'éditorial, il est rédigé par une personne ressource ou bien un auteur qui est considéré comme expert dans la matière, c'est-à-dire expert dans cette question de recherche, expert dans cette pathologie, dans cette maladie, etc. Donc ça, c'est l'objectif de l'éditorial. Un autre type d'article, ce qu'on appelle note technique ou bien les cas cliniques pour les médecins. Donc, note technique ou bien cas clinique, ce type de document, rapporte généralement l'observation d'un phénomène, par exemple un phénomène dans le laboratoire, ou bien un phénomène dans une société, ou bien l'observation, par exemple, d'un patient, d'un cas, d'accord? Et ce document, il va commenter brièvement ce cas. Bien sûr, en essayant toujours de montrer l'originalité. Ça, c'est l'objectif de notre technique ou bien de cas clinique. On passe maintenant à un autre type qui est lettre à la rédaction. Et souvent, les gens confondent entre la lettre à la rédaction et l'éditorial. En fait, les deux n'ont pas le même objectif. Il faut savoir une chose, que l'éditorial, il est rédigé sur commande, c'est-à-dire à la demande généralement du rédacteur en chef. Par contre, la lettre à la rédaction, c'est une lettre rédigée par un auteur
qui est adressée à l'éditeur. L'éditeur, c'est-à-dire le rédacteur en chef de cette revue. Et quel est l'objectif de cette lettre? Si on va chercher dans les revues, on va chercher par exemple letter to editor ou lettre à la rédaction, on va trouver qu'il y a plusieurs questions qu'on peut traiter par ce genre de document. On peut rédiger cette lettre, par exemple, pour publier des résultats préliminaires. Et on a observé ce phénomène au cours de la pandémie Covid. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont essayé de publier, c'est-à-dire pour garder toujours la paternité des résultats ou l'originalité, de publier leurs résultats préliminaires sous forme de lettres à l'éditeur. Pourquoi les auteurs choisissent ce type de document? Parce que tout simplement, la rédaction, elle est simple, d'un côté, et deuxièmement, c'est que le processus de révision ou bien de publication, il est rapide. Donc, si vous voulez gagner de l'originalité de votre travail de recherche, il vaut mieux publier les résultats préliminaires sous forme d'une lettre à la rédaction. D'autres questions qu'on peut également trouver dans lettre à la rédaction, c'est ce qu'on appelle les commentaires ou les critiques. Parfois, des auteurs adressent une lettre à l'éditeur en chef, à la revue, pour faire des commentaires ou bien critiquer un article précédemment publié dans cette revue. Peut-être c'est pour des critiques par rapport à la méthodologie. Donc, ça fait partie également des techniques de la lecture critique. Donc, vous voyez ici, donc lettre à la rédaction peut être utilisée comme un moyen de lecture critique. Donc, on va critiquer un article qui a été déjà publié dans cette revue pour montrer qu'il y a, par exemple, des biais dans la méthodologie, ou bien dans la population, ou bien dans la présentation des résultats. Généralement, c'est-à-dire soit c'est des biais de fond, ou bien c'est des biais ou des erreurs de forme. Voilà, ça c'est grosso modo les différents types d'articles qu'on peut trouver dans la littérature scientifique. On va essayer maintenant de détailler le type roi dans la publication ou dans la diffusion de l'information scientifique. C'est l'article original. D'accord? Et on va détailler cette structure de l'article original, ce qu'on appelle la structure IMRAD. Donc la structure IMRAD correspond tout simplement à ces sections. Donc on va le trouver dans un article original. Le I, c'est l'introduction. M, c'est matériel et méthodes. Le R, c'est le résultat. D, c'est discussion. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les références. Et vous allez voir que chaque section de l'article contient un type d'information et a un rôle bien déterminé, c'est-à-dire un objectif bien déterminé. On va essayer de détailler l'objectif ou le type d'information qu'on peut tirer à partir de chaque section. On va commencer par l'introduction. Quel est l'objectif de l'introduction? En fait, le rôle de l'introduction, c'est premièrement de montrer la pertinence de l'étude. C'est-à-dire les auteurs, dans l'introduction, ils vont essayer d'argumenter en quelque sorte pourquoi ils ont décidé de mener ce travail, pourquoi ils ont décidé de mener cette étude. C'est-à-dire quelle est la pertinence, quelle est l'originalité de ce travail. Activez, s'il vous plaît, vos microphones. Je continue. Deuxième objectif de l'introduction, c'est de présenter la problématique de l'étude. C'est quoi la problématique? Il y a plusieurs éléments qui constituent votre problématique. Vous avez le thème, vous avez le sujet, vous avez la question, et bien sûr, on parle de l'objectif. Donc la problématique, c'est un écart qui existe entre les données actuelles et la solution recherchée. Par exemple, vous avez une maladie et jusqu'à maintenant, on n'a pas un traitement efficace. C'est le cas, par exemple, de Covid-19. Donc, le traitement de Covid-19, c'est une problématique. Et quel est l'objectif de votre étude? Par exemple, dans un essai clinique, notre objectif, c'est de montrer que ce médicament qui a été développé par notre équipe, il est efficace contre la Covid-19, contre le virus de SARS-CoV-2. Donc ça, c'est l'objectif de l'étude. Donc vous voyez l'importance de l'introduction. Donc si vous cherchez, pourquoi j'insiste sur ces éléments? Tout simplement parce que dans la lecture critique, vous allez chercher ce genre d'informations et vous devez connaître où vous allez trouver la réponse. Donc vous allez poser des questions. Quelle est la pertinence de l'étude? Quelle est la question de recherche? Quel est l'objectif de l'étude? Les réponses se trouvent tout simplement dans l'introduction. Deuxième composant de l'article, c'est la partie méthode, ou bien matériel et méthode, ou patient et méthode, selon bien sûr le type de l'étude et selon le domaine. Qu'est-ce qu'on doit trouver dans cette section matériel et méthode? On doit pouvoir identifier d'abord le type de l'étude, ce qu'on appelle le schéma
d'étude. Il s'agit par exemple d'un essai clinique. Il s'agit d'une étude préclinique réalisée sur l'animal. Il s'agit d'une étude observationnelle. Donc, je dois trouver la réponse dans la section méthode. Quel est le schéma de l'étude? Et le deuxième rôle de la partie méthode, c'est pour donner confiance aux chercheurs, c'est-à-dire c'est pour vérifier la validité et la reproductibilité. La validité, la notion de validité va être développée, Inch'Allah, dans la deuxième partie de webinaire, programmée prochainement. On va parler de la notion de validité interne et validité externe. Et concernant la reproductibilité, ça, c'est un critère ou c'est une condition primordiale dans n'importe quel travail de recherche. C'est quoi la reproductibilité? La reproductibilité, c'est de pouvoir reproduire le même travail pour avoir les mêmes résultats. C'est-à-dire, l'auteur a l'obligation de tout mettre dans la partie matérielle méthode. Tout mettre, c'est-à-dire concernant le processus de recherche. Comment il a sélectionné sa population, comment il a fait l'échantillonnage, comment il a mesuré les variables de l'étude, comment il a analysé donc tout le détail. Pour assurer quoi? Pour assurer la reproductibilité de votre travail. Si on va trouver que la méthode utilisée, par exemple le schéma de l'étude, n'est pas adéquat, ou bien la méthode utilisée n'est pas valide, ou bien il y a des détails qui manquent dans cette étude. Donc ça diminue la valeur de l'étude. Toutes ces insuffisances ils vont diminuer malheureusement la valeur de votre étude. Et on va se méfier des résultats, d'accord? Se méfier des résultats présentés dans ce travail. Donc, quel est l'objectif de la troisième section, troisième composant de l'article? C'est de présenter les éléments, les résultats qui donnent les éléments de réponse à la question principale. Quelle est la question principale? La question principale, c'est la question présentée dans l'introduction. Donc, vous devez poser votre question de recherche dans l'introduction. Et la réponse se trouve dans le résultat. Par exemple, si votre objectif, l'objectif de votre étude, c'est de montrer que ce médicament il est efficace contre le SARS-CoV-2, on doit trouver une réponse dans le résultat. Est-ce que votre médicament est efficace ou non? Le quatrième composant, c'est la discussion ou bien la conclusion. Donc, discussion et parfois la conclusion est inclue dans la discussion. Parfois, elle est à part, c'est-à-dire c'est une section à part. Quel est le rôle de de ce composant de cette section? La discussion elle a deux rôles. Premièrement, c'est de répondre à l'hypothèse de l'étude. L'hypothèse de l'étude, c'est l'hypothèse ou la question de recherche posée dans l'introduction. C'est pour dire est-ce que ce médicament il est efficace ou n'est pas efficace, ou il est partiellement efficace. Donc, répondre à l'hypothèse de l'étude. Et deuxièmement, deuxième objectif de la discussion, c'est le jugement critique de l'étude. C'est-à-dire, généralement, vous trouvez dans cette partie de l'article les limites ou les points faibles de l'étude. Et sur la base de ces limites, vous pouvez également juger la qualité de cet article et la qualité de cette étude. Donc, vous voyez l'importance de la maîtrise de la rédaction scientifique dans la lecture critique. Si vous ne connaissez pas les composants de l'article et le rôle de chaque composant, vous n'allez pas pouvoir évaluer la qualité de travail et vous n'allez pas faire une bonne lecture critique de l'article scientifique. Je continue. Concernant les questions, on aura le temps pour le débat. Donc, vous pouvez poser vos questions à la fin de ce webinaire. Donc, on a terminé avec le premier composant de la compétence. Je reviens rapidement. Donc, on a dit les prérequis pour la maîtrise de la lecture critique. Vous devez avoir les principes, les notions de base de la rédaction scientifique, une bonne connaissance des méthodes de rédaction scientifique. Et deuxième compétence, c'est la méthodologie de recherche. Et on va essayer de détailler ça brièvement en parlant des objectifs des études. Donc, quelle que soit votre étude, et quel que soit l'objectif de votre étude, ne sort pas de ces trois types d'objectifs. Votre objectif peut être soit de décrire un phénomène, décrire par exemple une maladie. Donc, si votre objectif c'est de décrire ce phénomène, généralement vous allez faire soit une étude transversale ou bien une étude longitudinale. Donc, vous voyez que pour chaque objectif, vous avez un type d'étude approprié. Si l'objectif de votre étude, c'est de comprendre le phénomène, ce n'est pas uniquement de décrire, comprendre, par exemple, ici, c'est de décrire uniquement la maladie,
déterminer par exemple la prévalence de tuberculose dans une population. Donc ça, c'est uniquement de l'écrire. Si vous voulez comprendre par exemple quels sont les facteurs de risque de tuberculose dans cette ville. Ici, vous avez un autre type de schéma. Soit vous allez faire une étude exposée non exposée, c'est-à-dire exposée aux facteurs de risque que vous jugez responsables de cette maladie, ou bien vous allez choisir un autre type de schéma, c'est des études cas témoins. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans le détail, malheureusement, parce qu'on n'a pas du temps. Troisième type d'objectif, c'est évaluer. Donc, soit décrire la maladie, soit comprendre la maladie, ou bien évaluer la maladie. Si on prend l'exemple, le domaine médical, c'est-à-dire par rapport à une maladie. Décrire le phénomène, comprendre le phénomène, ou bien évaluer le phénomène. Évaluer le phénomène, c'est-à-dire évaluer par exemple une intervention. Vous avez ici soit le type d'étude expérimentale par exemple préclinique, réalisée soit par exemple sur des souches de bactéries, sur des virus, sur cultures cellulaires, sur des animaux, ou bien in silico par exemple, le domaine de modélisation, doctrine moléculaire, drug design, donc ça c'est expérimental. Ou bien vous allez évaluer sur l'être humain, ce qu'on appelle les essais cliniques. OK, donc vous voyez ici que pour chaque objectif, vous avez un type d'étude. Et ça, il nous amène de parler de notion de validité interne. Donc, dans la validité interne, vous avez trois composants. Le premier composant, c'est l'adéquation, ce qu'on appelle l'adéquation du protocole à l'objectif de votre étude. C'est-à-dire, pour chaque objectif, vous avez un type de protocole, un type d'étude approprié. On va essayer de résumer ça dans ce tableau. Et on va donner pour chaque type d'étude ou pour chaque question, type de question ou objectif d'étude, le type d'étude le plus adapté. On va commencer par les études de prévalence. Donc, l'étude de prévalence, par définition, c'est quoi la prévalence? C'est le nombre de cas qui présentent une maladie à instant T dans une population. Quel est le type d'étude le plus adapté pour une étude de prévalence? Vous pouvez participer, si vous avez bien sûr la réponse. À votre avis, quel est le type d'étude le plus adapté pour une étude de prévalence, pour déterminer le nombre de cas qui présentent la maladie dans une population? Très bien, vous avez raison. Donc, c'est les études transversales. Donc, l'étude transversale, c'est le schéma d'étude le plus adéquat pour déterminer la prévalence d'un phénomène ou bien d'une maladie dans une population. Deuxième question, deuxième type de question, si vous voulez déterminer l'incidence d'une maladie, l'incidence d'un phénomène, par exemple, c'est quoi l'incidence? C'est le nombre de nouveaux cas, par définition. Incidence, c'est le nombre de nouveaux cas qui vont apparaître dans une population sur une période de temps, sur une période bien déterminée. Donc, le nombre de nouveaux cas. Est-ce qu'on peut utiliser une étude transversale pour déterminer l'incidence d'une maladie? Certainement non. Oui, tout à fait, c'est des études longitudinales. Mais quel type d'études longitudinales? C'est des études cohortes. Non, pas cas témoins. D'accord? On ne peut pas déterminer l'incidence d'une maladie par une étude cas témoin. Troisième type de question, si vous voulez étudier un facteur de risque, une question de recherche, quels sont, par exemple, les facteurs de risque de l'échec scolaire, par exemple? Dans une école, on veut chercher quels sont les facteurs qui favorisent l'échec scolaire. Donc, quel type d'étude? Très bien. Donc, il y a également la possibilité de faire une étude cas témoin. Et un autre type d'étude qu'on peut réaliser également. En fait, ici, on a la possibilité de soit mener une étude cohorte ou bien une étude cas témoin. Donc, vous voyez ces deux schémas d'études. Cohorte ici, bien sûr, exposé, non exposé, et étude cas témoin pour évaluer un facteur de risque à un phénomène étudié ou bien à une maladie. C'est les types d'études analytiques, tout à fait.
Pronostic, si vous voulez par exemple évaluer le pronostic d'un phénomène, un domaine par exemple économie, socio-économie, domaine médical, par exemple le pronostic d'une maladie, quel type d'étude? Prospective, très, très bien. Donc, doit être une étude prospective. Et plus précisément, donc c'est une étude cohorte. Donc, c'est l'étude cohorte, c'est l'étude, le type d'étude le plus adéquat pour mener une étude pronostique. Si vous cherchez maintenant l'étiologie ou bien un lien de causalité entre un facteur et un phénomène, quel est le schéma d'étude le plus adéquat pour parler d'étiologie ou bien de lien de causalité? Tout à fait. Donc, vous avez le choix entre étude cohorte ou bien étude cas témoin. Maintenant, si vous voulez étudier, par exemple, un test diagnostique, ce test diagnostique peut être un test biologique, un test radiologique, histologique ou autre. Donc, quel est le schéma d'étude le plus adéquat? Analytique, tout à fait. Donc, vous avez raison. Ici, vous avez le choix, en fonction bien sûr de l'objectif, soit une étude étiologique, c'est-à-dire analytique, le plus souvent c'est étude cohorte, ou bien carrément faire un essai diagnostique. Une autre question de recherche, si vous allez évaluer une intervention, par exemple, un protocole chirurgical, un protocole thérapeutique, une politique de santé. Donc, quel est le type de schéma le plus adéquat pour évaluer? Donc, j'ai donné déjà la réponse. Le mot-clé, c'est évaluer. Vous voulez évaluer. C'est pas décrire, c'est pas comprendre. Donc, lorsque j'ai dit évaluer, tout à fait exactement, vous avez raison, c'est un essai clinique. Voilà. Dernière question concernant le domaine médical. Si vous voulez évaluer l'efficacité d'un traitement, quel est le schéma le plus approprié? Tout à fait, c'est l'essai clinique. OK? Donc, l'essai clinique, c'est le schéma d'étude le plus approprié pour évaluer l'efficacité d'un traitement. Et si vous avez remarqué qu'il y a des questions de recherche qui peuvent avoir deux ou trois types d'études. OK? Bien sûr, il y a d'autres détails, d'autres critères qu'on doit prendre en considération dans le choix. Par exemple, si on prend une étude de risque, est-ce que je prends étude cohorte ou bien étude cas témoin? Donc, il y a des critères pour faire le choix, pour décider est-ce que je vais faire une étude cohorte ou bien je vais opter pour une étude de cas témoin. Mais sur ce détail, on ne va pas le développer dans cette visioconférence. On aura, Inch'Allah, d'autres occasions pour parler des schémas d'études avec plus de détails. Voilà, est-ce que vous voyez maintenant que vous maîtrisez la question? Est-ce que vous avez bien compris la relation entre l'objectif ou bien la nature de question et le type d'étude que vous adaptez? Je continue. Très bien. L'importance de ce point, l'adéquation entre le protocole et l'objectif. C'est un élément clé pour évaluer la validité interne d'une étude. C'est-à-dire, supposons que vous avez tombé sur un article qui parle par exemple de pronostic, évaluation de pronostic d'une maladie. Et les auteurs, ils ont choisi par exemple une étude cas témoin. Comment vous allez juger la qualité de ce travail, la qualité de cet article? Vous allez dire tout simplement que la validité interne de cette étude est menacée. Pourquoi elle est menacée? Parce que les auteurs n'ont pas choisi le type d'étude le plus adapté à la question de recherche. Donc, vous voyez l'importance de cette question. Il faut toujours vérifier dans l'article, est-ce que le schéma d'étude adopté par
les chercheurs correspond parfaitement à la nature de la question. Donc, cette étape ou ce point, il est très important dans l'évaluation de la validité interne de l'étude. Avant de continuer et avant de terminer, on va faire un petit quiz, d'accord, pour voir est-ce que vous avez bien compris, bien saisi la relation entre la question de recherche et le type d'étude. Je vais répondre aux questions juste après. On va juste faire le quiz. Donc, dans ce tableau, je vous donne quelques exemples de type d'études. C'est à vous de préciser le type de question et le type d'étude approprié. On va commencer par la première étude. L'objectif de la première étude, c'est étudier la prévalence d'une maladie qui est la rétinopathie chez les diabétiques de type 2. Quel est le type de question dans cette étude? Très bien. Donc, c'est la prévalence. Quel est le type d'étude approprié? Étude descriptive transversale. Très bien. Tout le monde donne la bonne réponse. Parfait. Deuxième question. Vous allez étudier l'incidence, donc vous avez les mots-clés, incidence des fractures vertébrales ostéoporotiques, leur prise en charge et les récidives chez les femmes ménopausées. Je m'excuse auprès des participants qui ne sont pas du domaine médical par rapport aux exemples. Malheureusement, j'ai choisi que des exemples dans le domaine médical. Donc, si vous voulez étudier l'incidence d'un phénomène dans une population, très bien. Lorsqu'on parle d'incidence, donc c'est une étude longitudinale, c'est-à-dire étude prolongée dans le temps, étude prospective. Donc, c'est étude cohorte. Parfait. Troisième question. Maintenant, vous allez rechercher une association entre les mutations, par exemple les mutations BRCA1, BRCA2. C'est un type de mutation, d'accord, qui est généralement associé à un risque de cancer du sein, surtout le cancer du sein familial. Quel est le type de question? Causalité, c'est trop posé pour parler de causalité. Je préfère de parler de risque, d'accord? Donc ici, c'est risque. Voilà. Je préfère de parler de risque parce que étiologie, c'est trop osé pour parler d'étiologie. OK, pour répondre à cette question, quels sont les schémas d'études possibles? Très bien, très bien, très bien. Donc, soit c'est étude cas témoin, soit étude cohorte. Parfait. L'avant-dernière étude, risque, si vous voulez étudier le risque de sclérose en plaques lié à la vaccination contre l'hépatite B. Vous savez bien que cette association a suscité beaucoup de discussions dans le domaine médical, l'association entre vaccin de l'hépatite B et le risque de sclérose en plaques. Quel est le type de question aussi? Très bien, donc vous avez le mot-clé, c'est risque. Donc, type de question, évaluation de risque. Quel est le schéma d'étude le plus adapté? Très bien, lorsqu'on dit risque, c'est-à-dire vous avez soit cohorte, soit cas témoin. La dernière étude, c'est évaluer les facteurs associés au décès chez les patients ayant eu un AVC, un accident vasculaire cérébral. Donc, vous voyez ici, évaluer des facteurs associés à une issue. L'issue ici, c'est décès. Chez des patients qui ont déjà une maladie, un AVC. Donc, quel est le type de question? Donc, vous disiez pronostic, d'autres disent causalité, causalité, risque, risque. Donc, vous êtes entre risque et causalité. Les types d'études appropriées,
Donc, quel est le type d'étude appropriée? Cohorte. Mhm, très bien. Cohorte. Donc, tout le monde est d'accord sur le type d'étude. En fait, vous avez raison. Pour le type d'étude, c'est étude cohorte. Mais pour le type de question, malheureusement, vous êtes passé à côté. D'accord, quel est le type de question ici? On évalue les facteurs associés au décès chez des patients et un AVC. Donc, le patient, il a déjà un AVC. Et on va chercher dans le futur le risque de quoi? Le risque de décès. Donc, ici, tout à fait, très bien. Le type de question, c'est pronostic. C'est pas causalité, c'est pas facteur de risque. Donc, on ne cherche pas ici un lien de causalité ou un lien, une association entre un facteur de risque et une maladie. Ici, on cherche l'évolution d'une maladie. Donc, l'évolution de l'AVC. Donc, c'est étude pronostique. Donc, on va corriger. Pour la première étude, le type de question, c'est d'écrire la prévalence d'une pathologie. Donc, quel est le schéma d'étude le plus approprié? C'est étude descriptive transversale. Pour la deuxième étude, c'est étudier l'incidence. Donc, si vous parlez d'incidence, donc vous devez opter pour une étude longitudinale de type cohorte prospective. Ici, troisième étude, on cherche une association entre une mutation et le risque de survenue d'une maladie. Donc, c'est le facteur de risque de la survenue d'une maladie. Donc, le type d'étude le plus adéquat, soit étude cohorte, soit étude cas témoin. Bien sûr, ici, il y a un détail qu'il faut savoir. Pour choisir entre étude cas témoin et cohorte, il faut toujours vérifier la fréquence de la maladie, la fréquence de l'exposition. OK? Pour choisir est-ce que cohorte ou cas témoin. Si l'exposition, elle est rare, on va opter pour étude cohorte. Par contre, si la maladie, elle est rare, le contraire, on va opter pour étude cas témoin. Donc ça, c'est le truc ou le secret pour choisir entre étude cas témoin et étude cohorte. Il faut toujours se référer, vérifier la rareté de la maladie ou bien la rareté de l'exposition. Ça, c'était juste un détail par rapport au choix cohorte cas témoin. La quatrième étude, risque de sclérose en plaques liée à la vaccination. Donc ici, c'est étudier la facteur de risque de survenue d'une maladie. Donc vous avez le même schéma d'étude, soit cohorte, soit cas témoin. Il faut juste vérifier la faisabilité et bien sûr vérifier la rareté de la maladie ou bien la rareté de l'exposition. La dernière étude, c'est identifier les facteurs pronostiques, parce qu'ici, on parle de l'évolution d'une maladie. Donc, décès suite à une maladie, donc c'est facteurs pronostiques. Le type d'étude le plus adéquat, c'est l'étude pronostique de type cohorte. Et pour terminer, il faut savoir une chose, il faut savoir que toutes les études ne se valent pas, donc n'ont pas la même valeur, et se diffèrent par quoi? Par leur niveau de preuve. C'est ce qu'on appelle la pyramide de niveau de preuve. Comme vous voyez ici sur cette pyramide de niveau de preuve, que les études sont classées par niveau de preuve scientifique et que ce niveau de preuve scientifique dépend de quoi? Dépend tout simplement de la méthodologie employée dans cette étude. Vous voyez au bas de cette pyramide, on trouve les études in vitro, les études précliniques réalisées par exemple sur un modèle animal et les avis des experts. Donc ça, et on peut également parler de séries de cas. C'est les niveaux de preuve les plus bas. Après, vient bien sûr ici, entre séries de cas et cas témoins, on peut parler également aux études transversales, bien menées, études de prévalence par exemple, bien menées. Après, vous avez les études cas témoins, les études cohortes. Donc ici, à ce point, s'arrêtent les études observationnelles. Donc, jusqu'à maintenant, on parle uniquement des études observationnelles. C'est quoi une étude observationnelle? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention sur la population de l'étude. On va juste observer. Après les études cohortes, on va passer aux études interventionnelles, c'est-à-dire expérimentales. On parle d'essais cliniques randomisés en double aveugle. Donc ça, c'est le niveau de preuve le plus élevé dans ce qu'on appelle les études primaires. Les méta-analyses et les revues systématiques, c'est des études secondaires, c'est-à-dire c'est pas des études réalisées sur des populations, mais plutôt des études réalisées sur des études. Donc, si par exemple dans l'essai clinique, la population de l'étude, c'est des patients ou bien des sujets volontaires, dans les méta-analyses et dans les revues systématiques,
La population de l'étude, tout simplement, c'est des études antérieures. Donc, on va faire une synthèse critique des études antérieures pour répondre à une question de recherche. La différence entre revue systématique et méta-analyse, c'est par rapport au caractère qualitatif et quantitatif. Dans les revues systématiques, c'est une synthèse qualitative, uniquement qualitative, c'est-à-dire on va traiter des études antérieures, on va évaluer leur valeur, leur validité, leur pertinence pour répondre à la question de recherche. Par contre, dans les méta-analyses, en plus de caractère qualitatif, c'est-à-dire on doit passer par la revue systématique, il y a un caractère quantitatif. C'est quoi le caractère quantitatif? Dans les méta-analyses, comme leur nom l'indique, il y a une analyse. Analyse de quoi? C'est une analyse des résultats. Donc, on va, en quelque sorte, fusionner les résultats de toutes les études antérieures, après, bien sûr, un processus de sélection et de validation, pour refaire l'analyse, comme si on va fusionner nos populations pour créer une seule population. Et on va refaire l'analyse statistique pour essayer de répondre à la question de recherche. L'intérêt de cette pyramide de preuves, c'est qu'elle est à l'origine des recommandations des sociétés savantes. Ici, j'ai pris l'exemple de classement hiérarchique des niveaux de preuves recommandés par l'HAS, la Haute Autorité de Santé en France. Comme vous voyez ici, on parle de trois niveaux de preuves, niveau 1, niveau 2, 3 et 4. Et on parle également de trois grades de recommandation, grade A, grade B et grade C. Et pour chaque niveau de preuve, on trouve un type d'étude. Par exemple, on va prendre le niveau de preuve le plus bas et le plus élevé. Dans le niveau 4, c'est-à-dire les études qui ont un faible niveau de preuve, lorsque je dis faible niveau de preuve, c'est-à-dire on ne peut pas faire confiance à 100% aux résultats de ces études. C'est ça la signification de faible niveau de preuve. Pourquoi on ne peut pas faire confiance à 100% aux résultats de ces études? C'est par rapport à la méthodologie utilisée. Par exemple, on va travailler sur des séries de cas. Si vous allez tester, par exemple, ou chercher ou parler d'une association entre un facteur de risque et une maladie sur la base d'une dizaine de cas, par exemple 15 cas, certainement, je ne peux pas faire confiance aux résultats. Pourquoi? Parce que votre étude a un faible niveau de preuve. Par contre, si vous parlez d'une association entre un facteur de risque, une maladie, et vous avez opté pour une étude cohorte, ici, vous êtes dans le niveau 2. Donc, le niveau de preuve est acceptable, contrairement à une étude de niveau de preuve plus bas, par exemple, étude de série de cas. Pour le niveau de preuve le plus élevé, le niveau 1, qui correspond aux preuves scientifiques établies, c'est-à-dire le grade 1, on trouve surtout les essais comparatifs randomisés de forte puissance, c'est-à-dire les essais cliniques bien menés de forte puissance, non biaisés. Et on trouve également les études secondaires, c'est-à-dire les méta-analyses et les essais, plutôt les revues systématiques. Donc ça, c'est pour le niveau le plus élevé, preuve A et preuve C. Voilà, notre webinaire touche à sa fin, pour la première partie de ce webinaire. Il nous reste, Inch'Allah, une deuxième partie qu'on va programmer prochainement, éventuellement, Inch'Allah, avant le mois de Ramadan. Sinon, ça sera dans les soirées de Ramadan, pour essayer de continuer sur les étapes de la lecture critique, sur les critères et également sur les outils. Voilà, je vous remercie pour votre persévérance et j'ouvre le débat pour les questions. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et pour nous, nos collègues qui sont sur suivent la visioconférence à travers la page Facebook, donc ils peuvent poser leurs questions comme commentaire sur le live. Et l'administrateur, il va me transmettre les questions. Je vais essayer de répondre, de commencer à répondre aux questions posées sur le chat. La question, docteur Belrazi, comment évaluer les biais? J'ai perdu la question. Voilà, comment évaluer les biais, s'il vous plaît, pour décider de la puissance?
En fait, pour répondre à cette question, je dois terminer le webinaire, c'est-à-dire c'est dans la deuxième partie du webinaire. On distingue trois types de biais qui peuvent toucher ou peuvent menacer la validité interne d'une étude. Quels sont ces trois types de biais? On a ce qu'on appelle le biais de classement. Il y a un biais de classement. Un exemple d'un biais de classement, c'est dans la sélection de votre population. Donc, vous avez un biais dans la sélection de votre population. C'est-à-dire, au lieu, par exemple, de travailler sur un échantillon aléatoire, vous allez vous-même, c'est-à-dire en tant que chercheur, choisir quels sont vos patients et quels sont les patients qui vont participer dans votre étude. D'accord? Et cette méthode de sélection, qu'on appelle méthode non aléatoire, est une source importante d'erreurs, d'accord, de biais. Par exemple, vous allez prendre uniquement les sujets jeunes, d'accord, au lieu de prendre une population, un échantillon représentatif de votre population. Ça, c'est un biais, ok? Ça, c'est un biais, c'est un type de biais qu'on appelle le biais de classement. Vous avez un autre type de biais qu'on appelle le biais de confusion, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure dans le pré-test. Un biais de confusion, c'est un biais qui est dû à l'existence d'un tierce facteur, comme l'exemple de café et le risque de cancer pulmonaire, d'accord, qui est associé à un tierce facteur. C'est quoi le tierce facteur ici? Le tierce facteur, c'est le tabac. Donc, les sujets qui consomment du tabac, qui consomment du café, généralement consomment du tabac. Donc, ici, c'est un facteur de confusion. OK, ça, c'est un exemple. Maintenant, pour détecter ces biais, bien sûr, il faut vérifier la partie matérielle des méthodes. Lorsqu'on va vérifier la partie matérielle des méthodes, on peut détecter est-ce qu'il y a des biais dans la sélection. Par exemple, dans un essai clinique, il faut toujours vérifier la comparabilité entre le groupe, par exemple le groupe traitement et le groupe contrôle. Comment on va vérifier ça? On vérifie ça dans le premier tableau des résultats. Et ça, c'est une règle. Donc, si vous voulez vérifier la comparabilité de groupes entre groupe traitement et groupe K dans un essai clinique, il faut toujours se référer au premier tableau des résultats. Dans ce premier tableau, les auteurs doivent obligatoirement mettre les caractéristiques de chaque groupe. Et c'est à vous de décider. Est-ce que les deux groupes sont comparables ou non? Par exemple, on va trouver que dans le groupe contrôle, la moyenne de l'âge, elle est de 50 ans. Et dans le groupe traitement, la moyenne de l'âge, elle est de 30 ans. Est-ce qu'on peut dire que les deux groupes ici sont comparables? Certainement non, ils ne sont pas comparables. Et est-ce que la non-comparabilité de groupe, elle va influencer la réponse thérapeutique? Certainement oui. Donc ici, c'est un biais énorme dans cet essai clinique. Et on ne peut pas valider et on ne peut pas faire confiance aux résultats de cet essai clinique. Voilà, ça c'est brièvement ma réponse à votre question. D'autres questions? Oui, par rapport au modèle PICO, très bien. Donc, par rapport au modèle PICO, le modèle PICO, en fait, c'est un modèle qui a été proposé par les chercheurs pour formuler une question de recherche, et plus précisément, et plus spécialement, dans le domaine médical. Si vous voulez mener un travail de recherche, vous devez connaître votre population. Donc, le P, c'est la population ou bien le problème que vous allez étudier. Deuxième lettre, c'est le I, c'est-à-dire l'intervention. Vous allez intervenir, vous allez évaluer une intervention. Par exemple, dans un essai clinique, vous allez évaluer l'intervention, c'est-à-dire le traitement. Ça, c'est une intervention. C'est le deuxième élément de votre question de recherche. Est-ce que dans votre étude, vous allez utiliser un groupe de contrôle? C'est le C. Donc, PICO, donc P, population ou patient. Le I, c'est l'intervention. C, c'est contrôle ou comparaison. Est-ce que vous allez utiliser un groupe de contrôle? Par exemple, dans une étude cohorte, vous avez un groupe exposé, non exposé. Dans une étude K témoins, vous avez un groupe K et le contrôle, c'est les témoins. Donc, il faut préciser quels sont les témoins. La dernière lettre dans le modèle PICO, c'est le O. Le O, c'est outcome. C'est en anglais outcome, c'est-à-dire c'est l'issue, ou bien c'est la variable mesurée, ou bien ce qu'on appelle le critère de jugement. Donc, pour évaluer l'efficacité de votre traitement, quel est le critère de jugement que vous avez utilisé? Par exemple, vous allez évaluer l'efficacité d'un antidiabétique. Par exemple, un DIO, un antidiabétique. Quel est le critère de jugement? Est-ce que vous allez utiliser la glycémie à jeun, ou bien la glycémie postprandiale, ou bien vous allez utiliser l'hémoglobine glyquée? Donc, vous devez définir dans votre question de recherche quel est le critère de jugement qui correspond à la lettre O.
Est-ce qu'on peut revoir la vidéo? Oui, bien sûr, la vidéo, elle est enregistrée. D'accord? Vous pouvez la trouver pour les gens inscrits dans la formation. Vous pouvez la revisionner sur la plateforme. Et pour les autres, vous pouvez également la revisionner sur la page de l'Institut MADLAF. Elle est enregistrée sur Facebook. Il y a une question de Dr. Khouatemi, comment évaluer un échantillon représentatif? Donc, la représentativité de l'échantillon, elle dépend de quoi? Elle dépend de la méthode d'échantillonnage. D'accord? Donc, ça, c'est une question qui doit être développée. Et le développement de la question va prendre plus de temps. OK? Pour faire simple, pour vérifier la représentativité de votre échantillon, il faut respecter la méthode d'échantillonnage. Ça, d'un côté. Deuxième point, c'est il faut prendre en considération la taille de votre échantillon pour dire est-ce qu'il est représentatif ou non représentatif. La question de Dr. Belrazi, est-ce que la validité dans la méthode a une relation avec le petit p? Pas le petit p, mais plutôt avec le risque alpha. Donc, il ne faut pas confondre entre le risque alpha et le petit p. Le biais veut dire une étude paramétrique. Je n'ai pas compris votre question, docteur Belmokhtar. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Question de docteur Belrazi concernant le risque alpha. En fait, la réponse se trouve dans la deuxième partie, qu'on va aborder Inch'Allah prochainement, mais pas de souci. Donc, je vais essayer de vous répondre. Donc, c'est quoi en fait le risque alpha? Le risque alpha d'une étude. Je vais vous donner l'exemple pratique. Pratique, par exemple, d'un essai clinique. Dans un essai clinique, on va tester un médicament, un nouveau médicament avec un médicament de référence. Le risque alpha, qui est défini, donc il faut faire attention, le risque alpha, il est défini par les chercheurs, contrairement à la valeur de petit p. La valeur de petit p, elle est calculée. Elle est calculée par le test statistique. Donc, il ne faut pas confondre entre le risque alpha et le petit p. Généralement, le risque alpha, défini par les chercheurs, ne doit pas dépasser le seuil de 5%. D'accord? Souvent, on va trouver dans les études, dans la partie matériel et méthodes, dans la dernière partie de cette section matériel et méthodes, la partie analyse statistique, vous trouvez la réponse à votre question. C'est-à-dire, quelle est la valeur de risque alpha choisie par les chercheurs? La valeur seuil ne doit pas dépasser les 5%. Comment on va interpréter cette notion de 5%? C'est quoi le 5%? C'est-à-dire, par définition, le risque alpha correspond à un risque de conclure que le nouveau médicament est plus efficace que l'ancien médicament, alors que c'est faux. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence. Donc, on a le droit de se tromper, c'est pour cette raison qu'on est appelé risque d'erreur. On a le droit de se tromper à un risque de 5%, c'est-à-dire de dire que le nouveau médicament il est plus efficace alors qu'il n'est pas efficace. C'est ça la signification de risque alpha. C'est-à-dire c'est des risques de conclure à une différence qui n'existe pas. Le choix de la taille de l'échantillon, oui, très bonne question. Pour la taille de l'échantillon, ce n'est pas aux chercheurs de choisir la taille de l'échantillon. Il y a des formules statistiques qu'on utilise pour calculer le nombre, ce qu'on appelle le nombre de sujets nécessaires. Et ça, ce point, c'est le deuxième composant de la validité interne. D'accord? Donc la validité interne, elle est composée de trois éléments. Le premier élément, on a déjà vu ça, qu'on a déjà évoqué, on a déjà développé, c'est l'adéquation entre le protocole de recherche et le type de question posé par les chercheurs. Le deuxième composant de la validité interne, c'est l'absence de biais, c'est-à-dire si l'étude contient des biais, donc la validité interne, elle est menacée. Et le troisième composant, justement, c'est par rapport à la puissance statistique et par rapport à la taille de l'échantillon. C'est-à-dire une étude réalisée sur une série de cas, comme on l'a vu tout à l'heure dans la pyramide des niveaux de preuve, a un niveau de preuve plus bas. Pourquoi? Parce que la taille de l'échantillon est faible. Donc, vous voyez que la puissance de l'étude dépend également de la taille de l'échantillon. Donc, ce n'est pas aux chercheurs de choisir la taille de l'échantillon, mais c'est un calcul. C'est un calcul, c'est-à-dire c'est des formules statistiques
qu'on utilise pour calculer le nombre de sujets nécessaires. En fonction de quoi? C'est en fonction de la puissance de l'étude, c'est-à-dire la puissance qui est fixée par les chercheurs, en fonction de risque alpha, et également en fonction du type de l'étude. C'est-à-dire, pour chaque type d'étude, vous avez une formule de calcul. D'autres questions? Donc, par rapport, je reviens à la question de Dr Belmokhtar, une étude de... j'ai perdu la question. Non, étude paramétrique, sincèrement, j'ai pas compris. Une étude, on garde l'ensemble des paramètres stables et on change un seul paramètre. Malheureusement, j'ai pas compris votre question, Dr Belmokhtar. Ah, d'accord. Donc, vous dites que le biais veut dire une étude paramétrique. Non, le biais, c'est une erreur systématique. D'accord? Le biais, c'est quoi? C'est une erreur systématique. Donc, en fait, dans la littérature, on parle de deux types d'études. Vous avez deux types de biais, pardon, ou deux types d'erreurs. Vous avez l'erreur aléatoire et l'erreur systématique. L'erreur systématique, elle est appelée biais. Pourquoi elle est appelée biais? Pourquoi? Parce qu'elle va influencer les résultats toujours dans le même sens. Je vous donne un exemple. Un type de biais très fréquent dans les études, c'est les biais de mesure. Supposons dans votre étude, vous voulez évaluer, par exemple, dans votre population, la pression artérielle. Et vous allez recruter vos patients dans deux centres. Dans le premier centre, vous allez utiliser un appareil pour mesurer la pression artérielle. Et dans le deuxième centre, vous allez utiliser un autre appareil. On appelle ça un biais de mesure. Pourquoi? Parce que les résultats obtenus ne sont pas les mêmes. Pourquoi ils ne sont pas les mêmes? Parce que vous avez utilisé deux appareils de mesure différents. Ça, c'est un biais. Je vous donne un autre exemple plus simple. Le glucomètre. Le glucomètre, c'est l'appareil qu'on utilise pour mesurer la glycémie. Supposons que le glucomètre que vous avez utilisé dans votre étude surestime les valeurs de glycémie d'une valeur de 0,1 g. C'est-à-dire surestime, c'est-à-dire il rajoute à chaque mesure de glycémie une valeur de 0,1. On appelle ça un biais. Pourquoi? Parce que c'est une erreur systématique. C'est quoi une erreur systématique? C'est une erreur qui va influencer le résultat toujours dans le même sens, c'est-à-dire surestimation. Ça, c'est la définition de biais. D'autres questions? Question de Dr. Berazi, est-ce que le biais de sélection, c'est une erreur? Oui, c'est une erreur systématique. D'accord? Le biais de sélection, c'est une erreur systématique. L'erreur aléatoire, c'est une erreur, par exemple, qui est due à une fluctuation. C'est-à-dire, on ne peut pas deviner le sens, ni l'ampleur de cette erreur. Ça, c'est une erreur aléatoire. Et une question de Dr. Hafida. Dans le cas de proposition d'un nouveau protocole opératoire d'une pathologie, quel serait le type de l'étude? Mais en fait, pour répondre à votre question, je dois avoir plus de détails. D'accord? Sur la nature de protocole, sur la nature de la population, est-ce qu'il y a un protocole de référence, est-ce qu'il n'y a pas un protocole de référence, est-ce que vous allez comparer ou non pas comparer? Donc, je dois avoir plus de détails. Vous pouvez me contacter à la fin de webinaire. D'autres questions par rapport à ce webinaire avant de clôturer? Voilà, par rapport au prochain webinaire, on n'a pas encore fixé de date, mais Inch'Allah, vous aurez la réponse soit par mail ou bien je vous conseille de consulter bien sûr les publications sur la page de l'Institut MedLife.
Donc, Inch'Allah, ce sera avant Ramadan ou bien dans les soirées de Ramadan, éventuellement. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Pour répondre à la question Dr. Belghazi par rapport au webinaire, il faut faire la différence que pour les webinaires qui vont être diffusés en live et les webinaires de l'information. D'accord? Les webinaires de l'information, ils vont débuter à partir de la semaine prochaine. Moi, je parle de la deuxième partie pour le webinaire diffusé en live. Donc, le webinaire diffusé en live, c'est-à-dire la deuxième partie de ce webinaire, elle va être, Inch'Allah, avant le mois de Ramadan. Pour la formation, vous avez débuté déjà hier, donc la plateforme elle est ouverte, donc vous pouvez consulter les supports. Et le prochain webinaire il va être décidé d'ici au cours de la semaine prochaine. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le webinaire avant de clôturer? Docteur Khawatini, pour la formation, vous aurez, Inch'Allah, vous recevez prochainement un mail avec tous les détails concernant le programme. Donc, il ne faut pas s'inquiéter par rapport au programme de la formation. Voilà, si vous n'avez pas de questions, on va clôturer. Donc, je vous remercie pour votre disponibilité, pour votre persévérance, pour votre patience. Je remercie également nos amis qui ont assisté avec nous, Tunisie, Maroc, également de l'Afrique. Donc, je vous remercie énormément donc, pour votre confiance et pour l'intérêt que vous portez aux séries de webinaires qu'on a débuté, je pense, depuis le 2019-2020. Donc, ça fait presque 2 ans, 3 ans qu'on organise périodiquement ce genre de webinaire. Vous trouvez bien sûr les enregistrements sur la page de MedLife. Donc, c'est des visioconférences sur l'analyse statistique. Vous trouvez également des visioconférences sur la rédaction scientifique et également sur la méthodologie de recherche. Et on va continuer, Inch'Allah, sur cette voie avec des webinaires gratuits parce que l'objectif, c'est pas vraiment un objectif lucratif. C'est un objectif de vulgariser et démystifier les notions de la recherche scientifique pour nos chercheurs algériens ou bien les chercheurs du Maghreb, également les chercheurs de l'Afrique. C'est ça l'objectif de cette série de webinaires. Voilà, merci encore une fois et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, un prochain webinaire. Et bonne soirée.